On va commencer cette deuxième masterclass avec l'intervention du staff féminin. Voilà, vous allez voir, j'entendais déjà, il y avait des questions en dehors de la salle. Est-ce que le staff féminin a les mêmes projets, les mêmes principes? Ils vont essayer en tout cas de vous y répondre. Vous allez voir que dans les principes, effectivement, il y a beaucoup de similarités avec le 15 masculin garçon. Voilà, donc pour vous parler de tout ça, il va y avoir Vincent, qui est analyste de performance depuis un an auprès du 15 féminin, qu'on connaissait, nous, à la fédération, puisqu'il a été... il faisait partie du staff moins de 20 qui a été champion du monde en Argentine. Il est passé avant par deux clubs professionnels, à la fois Mont-de-Marsan et puis Agen. Et puis Thomas, qu'on connaît nous encore depuis de longues années maintenant, qui est cadre technique, qui est passé par toutes les strates de l'entraînement, de la préparation physique, même au début avec le 15 féminin, qui est allé aussi dans les clubs professionnels, puisque lui aussi, ils ont le point commun d'être passé par Agen, et puis plus récemment avec Bayonne. Et aujourd'hui, il est directeur sportif du 15 féminin. Donc je vous laisse la parole à tous les deux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Vincent. Donc oui, aujourd'hui, le bon de commande, c'est travailler sur l'évolution de la pratique féminine. Et puis, on va bien sûr aller petit à petit vers la méthode d'entraînement et on verra qu'il y a pas mal de similitudes, toutes choses gardées avec nos confrères du masculin. En préambule, c'est vraiment vous évoquer par rapport à tout ce qui va être présenté. Le travail collectif du staff. Là, on est deux présents aujourd'hui pour faire cette intervention. Il y a tout un staff derrière. Et puis derrière, sur la pratique féminine, il y a aussi tout un certain nombre de personnes qui sont habituellement, qui travaillent en base arrière, qui travaillent sur la formation, le développement de la pratique féminine et qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de données qu'on va vous présenter aujourd'hui qui j'espère, va vous donner notre vision de la pratique féminine, même si... avec certaines têtes que j'ai vues dans la salle, il y en a qui connaissent très bien aussi la pratique. Voilà, donc on va essayer de vous présenter tout ça. Pour démarrer l'intervention, c'était important pour nous de refaire une petite base de contexte, parce que ne pas parler du rugby féminin sans en connaître un petit peu l'environnement, l'écosystème, dire que ça a démarré dans les années 65 avec début de la pratique. 89, c'est la reconnaissance de la Fédération française de rugby. Au départ, la pratique féminine s'est fait un peu hors du giron fédéral. Ça a mis du temps à intégrer la Fédération française de rugby. Les étapes fortes, c'est la première Coupe du Monde 91, qui se faisait vraiment avec des pratiquantes plus qu'investies. C'était assez particulier comme arriver dans la compétition. Et puis des dates clés après qui ont permis l'évolution de la pratique. Une première Coupe du Monde à 7 en 2009, 2010. Coupe du Monde en Angleterre, et puis il y en a eu avant, bien sûr. Et puis surtout, pour nous, l'évolution marquante, c'est 2014 avec la Coupe du Monde qui s'est effectuée ici d'abord à Marcoussis, puis après à Jean-Bouin, avec cette Coupe du Monde 2014 qui, pour la petite histoire, devait être, entre guillemets, peut-être la fin du rugby à 15 un petit peu mondial. Et il se disait fortement dans le giron World Rugby que le rugby à 15 serait en difficulté avec l'émergence du 7. L'idée, c'est surtout pas de confronter deux pratiques, bien au contraire pour nous. Mais à l'époque, c'était une idée qui passait. Et puis en fait, la force de cette Coupe du Monde en France, avec le public qui est arrivé un petit peu à une grande surprise à Marcoussis, puis à Jean-Bouin, a permis de faire rebondir le rugby à 15. Et pour nous, ça a été surtout un accélérateur par rapport après à la pratique, au développement du nombre de licenciés. Derrière, bien sûr, les JO qui sont arrivés avec Rio, et puis surtout la très belle performance de Tokyo de l'équipe de France A7, qui sont des éléments hyper importants pour nous par rapport à tout ce qui va permettre de développer la pratique, parce que pour nous,
il y a une pratique de rugby et à l'intérieur, il y a la pratique à 15 à 7 qui se met en place. Mais là, David en parlera mieux tout à l'heure. Ensuite, derrière, il y a des éléments marquants par rapport à nous, à l'évolution de la pratique et du haut niveau. C'est l'avènement après 2017, c'est la contractualisation. Il y a eu une première contractualisation à partir de 2014 pour des filles à 7 qui a permis de lancer la dynamique dans le public féminin avec derrière 2018, donc les premiers contrats pro. C'est la particularité de la Fédération française de rugby, c'est que nous, on a des joueuses qui sont prises en charge par la Fédération française de rugby. C'est pas la même chose avec les garçons qui sont pris en charge par les clubs. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de joueuses sous contrat, 15 et 7 confondus. Donc voilà, 2018, les Jeux de Tokyo et puis dans quelques mois, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. L'évolution aussi qui est importante, vous le voyez sur la courbe, c'est vraiment une croissance forte. Et la pratique féminine, ça se développe fort. Il y a une grosse volonté de la Fédération française de rugby avec ses différentes commissions. Il y a la volonté de travailler fort avec les clubs, d'aider les clubs à se structurer pour que petit à petit, les filles soient de plus en plus intégrées, puissent pratiquer quel que soit le territoire, quelles que soient les formes de jeu, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça a beaucoup évolué. Par rapport à l'introduction aussi sur le haut niveau, c'est l'évolution sur la filière d'accès au niveau, la filière d'accès au niveau qui a été à partir de 2018 la volonté de travailler en mixité, d'ouvrir beaucoup l'accès aux filles dans les académies Pôle Espoir que vous connaissez toutes et tous. Ça nous a permis aujourd'hui d'avoir 200 filles à peu près qui sont sur 17 académies Pôle Espoir. Et donc ce travail en mixité, cette capacité à pouvoir s'entraîner tous les jours, d'être au contact des garçons aussi qui ont une culture un peu plus forte par rapport à ce haut niveau, ben, c'est un élément très important pour nous dans l'accélération et dans la jeunesse qui est en train d'arriver dans nos équipes de France et qui permet de renouveler et voire surtout d'essayer de maintenir notre haut niveau de pratique au niveau international. Donc ça, c'est des éléments vraiment importants et j'ai mis quelques éléments par rapport à ce qui se passait un peu à l'étranger aussi, parce que bien sûr, les nations phares, que ce soit les Anglaises ou les Néo-Zélandaises, avaient déjà pris ce parti sur une année pré-Coupe du Monde de professionnaliser aussi les filles pour pouvoir être performantes sur les compétitions majeures. Et puis depuis l'avènement du tournoi à destination, le Covid a permis de modifier la fenêtre par rapport au tournoi à destination. On est maintenant décalé par rapport aux garçons et ça nous amène une visibilité qui a amené aussi certaines nations à pouvoir développer leur programme. Et donc le Pays de Galles, certaines nations ont commencé à professionnaliser des filles qui va élever, on l'espère, le niveau international et donc favoriser encore plus de qualité de match. Voilà. Sans transition, on va regarder un petit peu quelques images pour voir un petit peu une évolution et ça nous ouvrira un petit peu sur l'analyse après des données. C'est récent, c'était le dernier France-Angleterre. Évolution de la règle aussi qui amène bien sûr des options de jeu différenciées. Faut-il avoir les joueuses ? Une autre époque, 2011. Mais déjà, on avait des filles qui étaient en capacité d'utiliser. Il y a certaines ça leur rappelait des souvenirs dans la salle.
pas tout à fait la même longueur de jeu au pied. Et des techniques différenciées aussi. Là, on voit aussi une répartition des filles sur le terrain. Hein. C'était pas du jeu en black à l'époque, mais on était déjà structuré sur beaucoup de monde dans l'axe. La répartition n'était pas tout à fait la même par rapport à la connaissance des filles sur la circulation. Un autre champ aussi qui a beaucoup évolué, on le verra tout à l'heure sur les données, c'est tout ce qui est la capacité au contact aussi. Enfin, là, il y avait d'autres techniques. Ça, c'est 2014. Sur les images, on est resté beaucoup sur les France-Angleterre parce que très clairement, par rapport au niveau d'opposition, c'est ce qui correspond vraiment au plus haut niveau de pratique. Ce match de 2011 qui avait été un peu long. Et on voit que voilà, il y a des habiletés, il y a des techniquement, c'était un peu, il y a encore un peu de travail. Ce qui se fait actuellement, on va un petit peu, il n'y a pas que la qualité des images. Une des formes de jeu qui a souvent été utilisée, qui a bien marché, ça avait permis ce jour-là de faire un grand chelem en 2014. C'était une particularité, c'était la touche à 13. Et le jeu au pied, notamment sur ce match-là, avait été un des éléments importants par rapport à la victoire contre l'équipe d'Angleterre et qui à l'époque, comme aujourd'hui, marquait déjà fortement son empreinte au niveau international. Qui d'ailleurs cette année-là sera champion du monde avec cette équipe. Je passe la main à Vincent.
Bonjour à tous. L'idée, par rapport aux images que vous avez vues, était de traduire au niveau statistique l'évolution du rugby féminin, de la pratique. Juste en introduction, par rapport à, pour présenter un peu l'étude qu'on a fait, vous spécifiez deux contraintes, on va dire, qu'on rencontre aujourd'hui. C'est par rapport à la donnée vidéo qui, par rapport au rugby masculin, est assez pauvre, on va dire, puisque peu de matchs, voire pas du tout sur les années précédentes concernant les championnats domestiques. C'est pour ça qu'on a concentré notre étude sur les matchs internationaux et également par rapport à des écarts de niveau au niveau des nations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le rugby féminin, il y a vraiment un top 5. Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada, USA, France, qui a, on va dire, un niveau supérieur aux autres nations. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur des matchs nous opposant à ces nations-là, pour avoir des statistiques, on va dire, un peu plus cohérentes que si on avait pris tous les matchs contre des nations dites plus faibles au niveau féminin. Sur les données globales concernant le rugby féminin, première chose au niveau du temps de jeu, entre 2010 et le dernier tournoi Destination qui s'est joué cette année, on est passé d'un temps de jeu effectif de 31 minutes à 35, donc une augmentation de 11% du temps de jeu effectif. Avec juste à noter en 2014 un match France-Angleterre qui a dépassé les 37 minutes. Mais pour noter qu'il y a quand même eu une progression sur le temps de jeu effectif, et on verra qu'il y a des indicateurs qui peuvent l'expliquer. Le nombre de passes, lui, a diminué, puisque si on compare ces années 2010-2022, on est passé de 110 passes à 73 par match, ce qui est une diminution importante de 33%. Par contre, au niveau du nombre de rucks, on a augmenté de ce côté-là de 33%. Ce qui est important, du coup, c'est sur la dernière stat qu'on peut voir, c'est le nombre de passes par ruck qui est passé de 2 à 1, c'est-à-dire que ça traduit forcément un jeu un peu plus direct et des formes de jeu différentes entre 2010 et 2022. Au niveau de la conquête, donc mêlée et touche, ce qu'on peut observer depuis 2010, c'est en particulier au niveau de la mêlée, donc c'est que le nombre de mêlées a diminué depuis ces années-là, sûrement dû à la diminution également des fautes de main et donc à l'augmentation de l'habileté technique des filles, même si ça a toujours été un point fort de l'équipe de France, avec quand même un pourcentage, que ce soit des mêlées jouées ou efficaces, qui a augmenté et qui est, on va dire, un standard presque, ou du moins on fait partie des nations les plus efficaces dans ce domaine-là. Au niveau de la touche, contrairement à la mêlée, le nombre de touches dans un match a nettement augmenté, essentiellement dû à des jeux au pied, notamment d'occupation, qui sont plus précis, qui vont permettre de plus s'occuper et d'aller, que l'adversaire va plus occuper notre terrain et nous forcer à faire des touches également. Cependant, là, un peu comme la mêlée, on a augmenté notre efficacité et le pourcentage de touches jouées, où on est pareil dans les standards hauts du niveau international sur ces domaines. Au niveau de la discipline des fautes, depuis 2010, le nombre de fautes a peu évolué, il y en avait peu. On est dans des standards entre 10 et 12 fautes par match au niveau international. Ce qui est notable par contre, c'est que la tendance qui a augmenté, c'est les fautes en conquête. Comme je vous l'ai dit, notamment en mêlée, où l'équipe de France était très dominante, y compris contre les nations majeures. Aujourd'hui, ça révèle une opposition un peu plus dense au niveau de la mêlée, puisqu'on est plus pénalisé, que ce soit en mêlée ou même en ballon porté, qu'on ne l'était avant. Par contre, plus d'efficacité, donc moins de pénalités au niveau des phases de ruck dans le rugby international féminin. Au niveau des essais, deux catégories, que ce soit les essais marqués ou encaissés. L'équipe de France féminine marque
essentiellement à partir de touches contre les nations majeures, puisque 80% de nos essais sont issus de cette phase de jeu. On l'a vu sur les vidéos tout à l'heure, notamment avec des formes de ballon porté qui a été mis en place. Et là, comment dire, opposition avec le jeu, l'observatoire du jeu face aux nations majeures, je précise face aux nations majeures, on marque essentiellement de la zone 22 en but. On rejoint les caractéristiques de ce que Vincent nous a présenté tout à l'heure face à des nations un peu plus mineures sur des essais en contre-attaque, en turnover et dans des zones un peu plus éloignées. Par contre, contre les nations majeures, on marque essentiellement de l'en-but et à partir de phases de touche. Sur les essais encaissés, par contre, les équipes adverses, et notamment l'Angleterre, puisque c'est elle qu'on rencontre le plus dans ce top 5, marquent un peu depuis toutes les phases de jeu, puisqu'elles marquent de touche, de turnover, de contre-attaque, de mêlée, mais également de toutes les zones de terrain, où il y a eu un fameux essai du Canada qui était parti de leur en but, mais on peut encaisser malheureusement des essais de n'importe quelle phase de jeu et de n'importe quelle zone du terrain. Par rapport au jeu au pied, là vous l'avez vu sur les vidéos aussi, une grande évolution. Même si le nombre de jeux au pied avait baissé avant 2014, il a réaugmenté depuis. Il y avait très peu de jeux au pied de pression. Les jeux au pied en général, c'était beaucoup de jeux au pied d'occupation ou des jeux au pied, ce qu'on appelle offensifs, c'est-à-dire de récupération, mais de pression très peu. Sur les jeux au pied offensifs, par contre, on est dans une constante, vous le voyez en bas, qui est assez stable. Par contre, là où il y a eu d'énormes variations, c'est sur l'efficacité de ces jeux au pied. Le jeu au pied offensif a sensiblement chuté, dû notamment, forcément, quand on veut récupérer un ballon sur un jeu au pied, aux dispositions de tactique défensive où on se fait plus contrer alors qu'avant on était plus à même de récupérer le ballon. Par contre, le jeu au pied d'occupation, lui, a augmenté en termes d'efficacité. On avoisine les 80%, on était en dessous de 60% en 2011. Donc c'est vraiment deux tendances qui se sont inversées à partir de 2014. Les données de 2022, juste pour vous expliquer, il y a une chute au niveau du jeu au pied de pression dû à ce match contre l'Angleterre qui a plombé les stats, mais sur les autres matchs, on reste quand même sur une évolution du jeu au pied de pression. Par rapport aux pertes et aux gains de balles, à noter que le nombre de pertes de balles diminue depuis 10 ans, continue de diminuer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une augmentation sur l'habileté technique, beaucoup moins de pertes de balles, d'erreurs de main, mais surtout beaucoup moins de pertes de balles au contact, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire sur une phase de plaquage direct ou de ce qu'on appelle de rip, enfin des ballons qui sont arrachés. Ça traduit forcément d'une évolution individuelle et technique du rugby féminin. Par rapport aux récupérations de balles, logiquement, vu que les autres équipes aussi évoluent, les nombres de récupérations de balles, bien sûr, a diminué également, avec les mêmes standards et les mêmes évolutions, c'est-à-dire beaucoup moins d'erreurs de main, beaucoup moins de pertes au contact. À noter juste qu'il y a une petite bascule qui s'est faite. La France récupérait 50% de balles de plus que ce qu'on perdait. Aujourd'hui, face aux nations majeures, on a récupéré 50% de moins que ce qu'on en perd. Donc on a cette balance, malheureusement pour nous, c'est inversé. Donc voilà, c'est des données qui sont intéressantes à analyser. Je vais repasser la main à Thomas par rapport à toute la partie physique sur l'évolution du rugby féminin. Merci Vincent. Au-delà des données, c'est surtout l'évolution dans nous, dans la donnée qu'on a aujourd'hui pour travailler autour de ça, dans l'évolution de la pratique. Ça, c'était grâce à Julien Pissionne et tout le travail qu'il fait sur la cellule de perf. Il y avait surtout les premiers balbutiements par rapport à l'utilisation des GPS, et c'était 2011 sur ce match que vous avez vu, des quelques images. Voilà, ça c'était les données anglaises avec
Avec l'idée, c'est qu'à l'époque, on passait des après-midi un peu compliqués contre l'Angleterre on avait 30% de moins de déplacements que les Anglaises par rapport à ce match. Donc ça, c'est les résultats de l'Angleterre. Vous voyez qu'on n'avait pas beaucoup de données pour travailler. On en avait quelques-unes, ça nous permettait déjà de voir un petit peu l'écart, mais les matchs nous le donnaient aussi. Et puis derrière, il y a aujourd'hui ce qu'on est capable de sortir en termes de données sur les matchs. Ça, c'est le France-Angleterre donc de Bayonne qui n'a pas eu, voilà, sur le rythme qui n'était pas le plus important, mais regardez un petit peu par rapport aux données. C'est pas, en fait, on s'aperçoit que sur les distances courues, c'est surtout ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est vraiment la capacité sur ce qu'on appelle les HI au-delà de 16 km/h. C'est la capacité des filles à être performantes dans ces données-là, d'enchaîner sur ces rythmes-là. Et puis surtout, il y a des postes qui, notamment, ont été, voilà, qui ont beaucoup évolué. Notre 5 de devant qui travaille plus. Et puis également sur un autre donnée, parce que ça c'est la partie GPS. Et aujourd'hui, l'autre donnée qui est vraiment importante aujourd'hui, rapidement les trois quarts, c'est ça aujourd'hui qu'on évalue, c'est en fait la capacité à la fois de travailler sur les hautes intensités, mais surtout le nombre de contacts et de collisions. L'idée c'est qu'en fonction des... Alors les noms, on les oublie, hein, mais c'est surtout de voir un petit peu le nombre de collisions, d'actions de combat que peuvent réaliser les filles en fonction des profils. Donc une partie d'activité, de rythme d'activité avec l'échelle à gauche et puis le nombre d'actions de collision qui montrent vraiment le sport de combat et de voir aussi les profils. Il y en a qui se déplacent beaucoup mais qui sont peu impactés par les phases de collision et on sait qu'en termes d'énergie et de répétition d'action, c'est vraiment des choses importantes. Donc ça c'était sur le match de la Nouvelle-Zélande. Mais bon, à chaque fois, c'est tout l'apport de Julien Deloire et de Robin Delettre, d'Anthony Marcel qui travaillent les trois dans le staff et qui nous apportent aussi ces données-là. Et c'est très important aussi par rapport à ce qu'on va discuter après derrière sur nos méthodologies d'entraînement, sur le nombre de phases combattues, sur le rythme qu'on veut mettre bien sûr aux entraînements, mais aussi de ne pas oublier qu'il y a certaines joueuses qui ont un gros travail aussi de combat. On les voit moins en déplacement, c'est pour ça que l'analyse des datas, et surtout en fonction du niveau où vous pouvez entraîner, parce que nous, on est sûr, on n'a pas la même force de frappe que le 15 de France et l'expertise, mais tout en cette pratique de féminine, ça nous renvoie aussi à cette utilisation-là. Voilà, des fois, on tombe sur que la distance et on se dit, il court pas beaucoup en fait. Mais si vous prenez en ratio le nombre de phases de collision qu'elle va mettre en place, bah, vous comprenez qu'il va falloir peut-être la garder sur le terrain parce qu'il y a des phases de combat, si elle n'y est pas, vous allez être un peu embêté. Donc cette analyse, cette prise de hauteur c'est un peu l'objet là de la présentation. Cette prise de hauteur sur la donnée est importante pour nous parce que ce genre de schéma, ça nous permet de repositionner un petit peu notre analyse et aussi de dire à certaines joueuses, voilà, on peut te faire développer ta phase de déplacement, mais il faut que tu gardes cette intensité dans les phases de collision parce que dans notre équilibre d'équipe, et c'est toujours ça le rôle des entraîneurs, c'est l'équipe d'équipe, comment on amène, alors bien sûr l'objectif c'est d'avoir tout le monde qui court beaucoup, qui sache tout faire, et mais bon, ça n'existe pas. L'idée c'est de développer les profils aussi, on a des profils qu'il faut garder sur le terrain, là c'est vraiment important. Donc voilà le pourquoi de cette présentation par rapport à ces données. L'idée c'est pas de plonger dans la préparation athlétique, c'était pas l'objet, et même si chez les féminines, vous allez voir après derrière, dans notre, bien sûr que c'est un des éléments très important de l'évolution de l'organisation de la pratique féminine, du nombre, de la qualité et surtout de l'entraînement des filles et le passage donc bien sûr au contrat, à la professionnalisation, l'apport aussi de la pratique à 7 dans certaines formes de jeu nous a permis d'augmenter énormément la qualité du jeu fourni parce que bien sûr les filles se déplacent beaucoup plus, elles se répartissent beaucoup plus et à l'inverse elles défendent aussi beaucoup plus, donc il y a certaines formes de jeu, notamment sur le jeu au pied, l'utilisation du jeu au pied, c'était déjà une arme à une époque, ça devient aussi à l'image des garçons une arme importante parce que c'est la troisième forme de jeu, il faut pas l'oublier, voilà, on parle de déployer, de pénétrant et le pied est une arme comme de tout temps dans le rugby et toujours les données de Vincent sur l'observatoire du jeu sont toujours criants par rapport à notre des fois le fait de shunter, on est toujours dans l'image de certains essais d'une époque et on oublie qu'il y avait 49 coups de pied à l'époque, quoi.
Donc, mais on voit que l'essai du bout du monde avec 25 passes, on oublie qu'en 99, quand on bat les Néo-Z, on mettait beaucoup de jeux au pied. Voilà, donc c'est bien de remettre des fois, et je remercie tout le travail de Vincent et son équipe, parce que ça permet des fois de revenir à des choses, de remettre les pieds sur terre et de ne pas tomber dans le rêve. Donc pour la suite, l'orientation un petit peu, l'idée c'est vous présenter un petit peu les orientations par rapport à ce que nous on fait aussi au niveau du 15 de France féminin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en relation un petit peu à ce que font les garçons. La chance qu'on a aujourd'hui à la fédération, c'est aussi de beaucoup échanger, d'avoir des moments d'échange avec les différents staffs des équipes de France, ce qui permet, comme vous le faites aujourd'hui, de nous enrichir par rapport à des expériences d'autres staffs, l'expertise de collègues, des expérimentations aussi des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Dans le staff du 15, ça continue à avancer. L'évolution vers la Coupe du Monde se fera aussi au travers d'échanges avec le staff des garçons aussi pour en comprendre le sens, comme vous le faites là aujourd'hui, essayer de s'approprier, sans faire de copier-coller, mais de s'approprier dans le jeu de l'équipe de France féminine, mettre des éléments qui puissent nous faire gagner cette Coupe du Monde, c'est un peu l'objectif. Donc voilà, l'orientation, vous dire que derrière, c'est un peu, la slide est un peu complète, mais c'est pour vous dire un petit peu la boîte à outils qu'on a. On a la même problématique que le 15 de France masculin. Le temps qu'on a avec les filles, c'est 30% du temps sur 70% en club. Donc en fait, quand on les a, les filles, soit on est en temps de compétition, soit en temps de stage, mais en fait, la temporalité, on est toujours dans l'urgence. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire 14 heures par jour sur le terrain, impossible. Donc en fait, il faut utiliser tous les éléments qu'on a à notre disposition pour faire avancer le projet. Le projet, il se fait sur des situations mémo, des choses en marchant qui sont un rappel de plan de jeu, de répartition, à la fois offensif ou défensif. Mettre juste la vidéo en même temps, ça paraît, voilà, il n'y a pas d'énergie là, on revoit un petit peu nos organisations, on revoit la circulation, là classiquement sur une phase de touche, mais de retrouver tout le monde, savoir où on se répartit, comment on menace tous les espaces, qui va où, qui fait quoi. Ça paraît, mais c'est un élément que là aussi, ça a été au travers des échanges qu'on a testés et qui aujourd'hui nous permettent de gagner du temps sans impacter fortement les filles énergétiquement parce que la semaine est déjà très chargée. Et nous, il faut savoir aussi que par rapport à des fois des charges hebdomadaires en club, en 2 jours, elles font ce qu'elles font en une semaine, voire en 15 jours en club. Même si elles ont des compléments, même si elles sont suivies. Les semaines équipe de France, elles sont un peu plus chargées. Le travail en clarté, c'est un rythme qui est un peu plus important, mais qui permet aussi à un petit rythme de retrouver la circulation. Aujourd'hui, c'est un élément de progression chez les filles. Se travailler en mémo, en marchant, au début, ça n'a pas donné de sens aux filles. Elles se demandaient ce qu'elles venaient faire sur le terrain en se disant, mais là, on ne court pas, à quoi ça sert, quoi. Petit à petit, elles en ont compris le sens et aujourd'hui, c'est des éléments qui sont rajoutés, alors, toutes choses gardées, mais dans les semaines d'entraînement pour gagner du temps et surtout donner du sens aux choses. Pour ceux qui entraînent les féminines, le sens est vraiment quelque chose de central dans la pratique féminine. Ne pas donner du sens à vos joueuses, c'est avoir perdu votre groupe. Donc le mémo, ça permet de repositionner les choses et calmement, sans intensité, moins de ballons qui tombent, c'est beaucoup plus simple. Les formats d'entraînement, projet, séquence, l'idée c'est qu'on a 2 formats sur ce type de séance et avec plein d'indications. Ça c'est le plan de séance qui est donné aux filles sur un profil vélocité, c'est-à-dire un profil en recherche de vitesse maximale. Nous, on a 2 types de séquençage avec projet, où en fait, c'est l'entraîneur qui mène la séquence avec des indications du prépa physique, qui lui donne des consignes dans l'oreillette pour, c'est un peu la chance d'être dans un staff d'équipe de France, on a des moyens un peu plus, Mais c'est de se donner surtout, et ça c'est l'habitude aussi d'entraînement, se donner aussi des habitudes de rythme d'entraînement et de timing. Donc en fait, vélocité, c'est temps de travail
égale 1 fois 2, 1 fois 5, 1,5 de récup. Donc on fait un peu plus de récupération parce qu'on cherche beaucoup de vitesse. Donc on demande à ce que ça récupère, qui peut permettre d'échanges entre joueuses ou des fois de remédiation du coach. Et puis des séquences séquencées où là c'est le préparateur physique qui dit 45 secondes, 1 minute de récup, 1 minute, 1 minute 15 de récup. Et là voilà, bien sûr on installe après derrière nos formes de jeu pour que ça corresponde à la commande. Et c'est tout le travail entre les entraîneurs, les préparateurs physiques pour trouver c'est bon en alchimie, ça nécessite à s'entraîner, à entraîner, pour reprendre des termes qui des fois sont pas bien compris, mais c'est vraiment des éléments où là aussi, petit à petit, il faut apprendre à le faire. C'est pas inné. Je crois que tous les entraîneurs ont mis du temps et là aussi, dans nos échanges avec les clubs, c'est vraiment un temps où on dit prenez des risques, tentez et petit à petit, on se fait aussi son expérience et c'est là où on progresse. Beaucoup au travers de besoins individuels, on l'a vu par rapport aux images, l'évolution par rapport aux qualités de libération, qualité d'attitude au contact, qualité de main, qualité de pied, tout ce qui est autour des besoins, ce qu'on a identifié de besoins, c'est des éléments qu'on inscrit dans la séance d'entraînement des fois, ou qui émergent. On va montrer juste l'exemple de la muscu, qui sont à l'image des sur un temps de récupération, sur un temps de pause où voilà, c'est répéter des petites situations qui réhabituer cognitivement le cerveau à être précis sur les postures, se concentrer sur des choses assez classiques. Ça rentre au travers du travail avec les coachs au milieu. Bon, Gaëlle, elle n'était pas là pour faire ça, elle était plus sur la touche, mais ça travaille à côté. Des petites formes, répéter les situations. J'ai fait de la muscu, le rugby pour nous est au centre du projet. C'est le fil rouge. Tout est fait autour pour qu'on soit meilleur sur le rugby. C'est pas la préparation physique, c'est pas la préparation mentale, c'est le rugby. Le rugby, ça doit vraiment nous être au centre de notre projet. Tout ce qui est autour d'intégration, après derrière, on a travaillé sur tout ce qui est autour de phase statique, pareil, à l'image des garçons, on sait que le temps est compté, donc on ne peut pas faire des séquences où on fait 1 heure de mêlée à côté, 1 heure de touche. Il faut voir aussi que l'évolution du nombre de touches ou du nombre de mêlées fait que il faut prioriser notre temps, il faut être vigilant là-dessus. Donc juste montrer un petit peu à l'intérieur, plutôt sur les vidéos, des petites séquences. On essaie de trouver des artifices aussi, travail dissocié, les avants sur la touche au fond, les 3/4 qui, avec une partie des avants, travaillent sur du jeu en mixité. Essayer de retrouver de la cohérence par rapport à notre jeu, c'est une partie. Les avants travaillent derrière des jeux en zone de marque, et puis derrière on bascule sur du 15-15 ou sur les zones de marque, comment on retrouve, et là on enchaîne ces séquences. Travail de ligne entre guillemets, mais en 1/4 d'heure on essaye de répéter tout ça. C'est des évolutions, ça fait pas très longtemps qu'on teste. Les filles petit à petit s'approprient. L'idée toujours, c'est d'optimiser notre rugby, notre temps, notre rugby. Un élément fort par rapport, on en parlera tout à l'heure en conclusion, c'est sur la notion de scénario. Un des aspects à développer fortement dans la pratique féminine, nous, c'est tout ce qui est autour des scénarios de jeu, la gestion stratégique. Quel type de lancement je fais à quel moment, en fonction du tempo du match, qu'est-ce que je privilégie. Et donc, on a beaucoup axé ces dernières semaines sur les scénarios co-construire les filles. Qu'est-ce que je fais dans certaines zones de jeu, leur donner une aide, parce que très clairement, c'est une demande aussi. Donc ça, c'est des éléments qui ont beaucoup été recherchés. Ça n'a pas toujours fonctionné. On sait qu'on a encore une grosse appropriation à rechercher chez les filles. Mais voilà un axe fort pour la suite. Ensuite, des données plus sur les leaders, un travail, des choses co-construites, tout ce qui est autour du travail de leader défense, leader de jeu, essayer de trouver du sens, quelles actions je fais en fonction du moment, à l'entraînement, en match, dans les moments off, comment je
je participe à la vie du groupe, comment ma fonction, mon rôle de leader s'effectue, qu'est-ce que j'amène au groupe. Donc voilà, certaines fiches qui sont co-construites avec les filles et qui permettent d'avoir une cohérence dans nos échanges. Tout ce qui est autour des cadres de vie aussi. Cadre de vie, c'est des moments d'échange entre joueuses et puis avec le staff. Ou au sortir de match, un exemple, c'était après l'Écosse, le ressenti par rapport au match, ressenti sur les temps faibles, comment j'aborde le prochain match. Là aussi, on a la chance, ça c'est la chance d'être à la fédération, d'avoir une base arrière. Nous, on est accompagné aussi par la cellule accompagnement mental, et avec Michael Campo et Roberta Antonini, on a la chance d'avoir des gens qui, c'est des personnes ressources pour moi qui, sur certains moments, je fais énormément appel à eux pour, dans le même registre. Et on est qu'humain, on a besoin de se faire accompagner. Nous, on a la chance d'avoir une base arrière et la fédération qui est super importante et qui nous aide beaucoup. Juste les données vidéo pour montrer le travail très important autour. Alors, c'est une grosse fiche, il y a beaucoup de données. Les filles aujourd'hui, c'est une grosse évolution. Les garçons, Nico vous a montré 5% de ce qu'ils amènent, vu la base qu'ils ont. Nous, aujourd'hui, on a la chance, au travers du travail transversal au niveau de la fédération, et Vincent est le dépositaire au niveau du 15 de France, avec Olivier Noy aussi qui l'aide beaucoup dans le staff, c'est de pouvoir donner ces infos-là aux filles. Elles cliquent, elles ont les images, elles ont beaucoup de données. C'est un apport conséquent aussi dans la progression, dans l'évolution des filles du projet France. Bien sûr que c'est tous ces éléments-là qui concourent aussi à l'évolution du jeu, sachant que nos adversaires vont au même rythme. Les Anglais et les Néo-Z sont dans la même logique. Mais pour montrer qu'aujourd'hui, ça a sacrément évolué là-dessus, on va basculer après derrière. Voilà, juste, tu peux mettre les deux. L'idée, c'est un petit peu un état d'esprit, nous, par rapport à la pratique. Qu'est-ce que nous, on se met à l'esprit dans chaque situation d'entraînement? Qu'est-ce qui doit nous... moi, c'est le bon de commande avec les entraîneurs adjoints. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de garder à l'esprit tout le temps dans nos situations d'entraînement qui doit nous coller à la peau pour qu'on soit toujours efficace et surtout pour rechercher l'évolution de notre projet. Donc voilà, c'est une slide qui nous accompagne avec cette notion de recharge vite. Les filles, il faut que ça aille plus vite par rapport au championnat, plus vite debout, plus vite en reprise d'espace. La double tâche, les situations de collision à proximité, éviter d'aller alimenter par des joueuses du plan profond, les premières qui peuvent venir alimenter. On sécurise les rucks et on permet aux autres de pouvoir rester sur la largeur ou sur la profondeur pour pouvoir aller menacer partout. L'œil sur le ballon, elles y sont un peu trop, mais l'idée c'est que ça soit en attaque ou en défense, on peut plus avoir de joueuses qui courent avec les épaules parallèles à la ligne de touche. Elles doivent toujours avoir du coin de l'œil le ballon. C'est pour ça que le Graal, c'est un peu extrême, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tout ce qui est au contact, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est une particularité française aussi. On est l'équipe qui joue le plus de offload. Je pense que le 7 après derrière pourra aussi appuyer là-dessus. Notre répartition par rapport à des profils aujourd'hui, l'évolution, c'est que beaucoup de filles ont énormément progressé sur l'aspect technico-tactique. Mais on a quand même des profils qui sont plus à l'aise ballon en main pour pouvoir jouer notamment dans les cellules d'eau, pour pouvoir jouer dans les petites passes, pour aller chercher des petits espaces. Donc aujourd'hui, on a ce parti pris d'essayer de profiler un petit peu dans certaines situations nos joueuses puissantes et nos joueuses rapides qui sont les accélératrices derrière. Donc dans nos cellules d'action, on essaie à certains moments de prioriser tout ça. Et puis cette prise de risque qui nous colle à la peau aussi, on a cette volonté latine de pouvoir, à certains moments, ce qu'a fait Romain Ntamak, cette prise de risque qui fait marquer ces essais qui sont super, mais surtout qui font gagner, parce que c'est là où il faut 7 points, ça fait du bien. Un petit peu rapidement, parce qu'il me reste 2 minutes. Donc l'idée,
c'est les éléments qui ont contribué à l'évolution physique, capacité de déplacement, associé bien sûr avec le nombre et le format d'entraînement qu'il y a eu dans les clubs, qu'il y a eu aussi au niveau des sélections nationales où on a bien sûr augmenté beaucoup les charges d'entraînement et donc l'évolution athlétique des joueuses qu'on a aujourd'hui, l'accompagnement nutritionnel, tout ce qu'on a autour des équipes de France et l'individualisation de la prise en charge au travers des préparateurs physiques issus de la fédération qui interviennent auprès des joueuses internationales et qui aident le suivi à l'année. C'est des choses hyper importantes dans la structuration des clubs. L'évolution au niveau du nombre de pratiquantes, plus on a de quantité, plus on a un effet émergé de qualité, plus il y a de la concurrence et ce statut de la joueuse qui a permis à ces filles-là de s'entraîner beaucoup plus. La médiatisation, aujourd'hui, un pic à 2,5 millions pour France-Nouvelle-Zélande, automatiquement, ça génère autre chose. C'est aussi, nous en interne, l'obligation de maîtriser tout ça, parce qu'attention aussi de se faire embarquer dans une vague qu'on ne maîtrise plus, parce qu'on est aussi assujetti à ça. Mais il est important aujourd'hui de reconnaître que le 15 de France, aujourd'hui, nous, on a la chance d'être médiatisés. Il faut à la fois s'en servir, mais savoir d'où on vient. Et puis l'évolution sociétale, aujourd'hui la pratique féminine, quels que soient les clubs, aujourd'hui on le voit bien dans l'évolution des clubs professionnels qui essaient d'associer beaucoup une pratique féminine. C'est parce que clairement aussi il y a cette vague sociétale et que nous on est bien contents parce que ça nous sert bien dans la pratique féminine. À nous de bien s'en servir intelligemment, de bien faire comprendre les choses, d'être bien en pleine conscience, de maîtriser. Ça ne veut pas dire de freiner, mais de maîtriser les choses pour pas tomber dans une anarchie collective où tout le monde souhaiterait trouver un intérêt personnel à l'inverse de l'intérêt général. C'est tout le rôle que nous, on a au sein de la fédération pour bien comprendre les choses. L'évolution technique, main, pied, attitude au contact, la vitesse sur nos touches, la qualité des lanceuses, qui a été un point pendant un moment, l'efficacité sur les rucks, merci au set aussi par rapport à l'évolution et au travail technique que ça nous a mené aussi, pour avoir passé quelques temps un petit peu avec le set, ça a toujours été un élément fort dans ma formation, et si vous avez l'occasion, allez-y. L'évolution dans les méthodes, dans le nombre d'entraînements par semaine, je l'ai dit, et puis l'évolution forte avec World Rugby, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, World Rugby pousse fort avec, sur la pratique féminine. Il y a de plus en plus de programmes, il y a de plus en plus de féminisation. Tant mieux. Il faut qu'on sache s'en servir. Et puis voilà, notre accès à la filière de haut niveau qui est important. Je zappe juste parce que je finis sur 30 secondes. Il y a un super travail qui est fait. Moi, j'avais initié avec mon collègue Mathieu Caudron qui a utilisé aussi toute la base arrière de la fédération. C'est un élément hyper important si vous êtes intéressé, je l'espère, un jour, si vous ne l'êtes pas déjà par la pratique féminine. Il y a sur le site FFR la mallette pédagogique dans l'onglet entraîneur. Il y a beaucoup d'informations qui sont... moi, j'avais demandé ça il y a quelques temps à Mathieu. Mathieu a pris ça à bras le corps. Il s'est lancé à fond. Il a utilisé tous les collègues de la Fédé, David, les collègues préparateurs physiques. On a beaucoup mutualisé nos documents pour faire quelque chose de synthèse qui, pour ceux qui veulent se lancer un jour dans la pratique féminine, je fais un peu le commercial, mais c'est un peu notre job aussi, même si on est sur le haut niveau, mais on est là aussi pour développer notre pratique. Allez-y, il y a plein d'infos et s'il y a besoin, on sera toujours là pour vous répondre si on est compétent pour. Merci. Merci à Vincent. Merci, merci à tous les deux. Juste quelques mots après leur intervention, puisque je pense qu'elle retraduit bien une grosse évolution du rugby féminin. Je pense qu'une des premières évolutions que vous avez montrées, c'est l'évolution technique des joueuses, mais là aussi, puisque on a des joueuses, enfin une grande majorité quasiment qui sort, je pense aujourd'hui, des écoles de rugby et qui ont fait tout leur cursus d'entraînement et d'évolution dans les clubs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a changé, je pense, par rapport à il y a une dizaine d'années. Juste un petit mot aussi pour les statistiques et notamment les datas physiques. On voit aujourd'hui aussi, et je sais que c'est la même chose dans toutes les équipes, une contextualisation des données par rapport aux joueurs et aux joueuses.
Et ça, c'est important, c'est de partir déjà des points forts et donc des qualités en fait des joueurs et des joueuses pour les amener, pour les optimiser. Thomas nous en a parlé. Il y a des joueuses et des joueurs qui sont plus à l'aise dans des tâches de combat, et puis il y en a qui sont plus dans des tâches de X-Factor. L'objectif, c'est pas de rendre tout le monde, d'avoir tous les mêmes qualités, mais d'avoir des qualités propres à chacun des joueurs et des joueuses et de les optimiser. Et puis le dernier petit point de réflexion, c'était que vous le voyez comme chez le 15 de France masculin et puis le 7, c'est que l'entraînement colle le plus possible au match. Moi j'ai une petite phrase pour ça, c'est que qui fait sourire certains, c'est que en fait le rugby, on n'est pas, il n'y a pas de note artistique à la fin. Tout n'est pas parfait. Et entraîner, c'est aussi, on l'a vu, c'est entraîner le chaos, entraîner des fois le manque de maîtrise pour gagner des matchs. Et ça, je pense que c'est super important. Les deux staffs nous l'ont très bien retranscrit dans leur intervention. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, celle des questions. Vous avez des questions? Bonjour. Vous dites que la technique chez les filles a énormément évolué. Est-ce que vous avez réduit ces temps-là d'entraînement consacrés à la technique individuelle au fur et à mesure des années? Ou est-ce que vous avez vraiment laissé ça au club de s'en occuper? À savoir quelle est à peu près la partie de temps d'entraînement que vous utilisez pour la technique individuelle chez les filles? À la différence des garçons, nous, on a des semaines un peu plus chargées parce qu'on n'a pas le même volume, ils ne sont pas dans les mêmes dispositions. Vous connaissez le calendrier top 14, la Coupe d'Europe, etc. Plus le cumul antérieur des années de formation qui est quand même importante. Nous, on a un peu plus on prend un peu plus de temps. On a aussi les filles qui sont en capacité de récupérer de manière physiologique un peu plus fort. Donc oui, on a un peu plus de temps sur la technique individuelle parce que ça a été un axe fort, nous, de progrès. Aujourd'hui, parler de circulation, de menacer partout, si les filles sont incapables de se faire 4 passes sur la largeur, tu peux avoir des gens partout sur l'espace. Si tu peux jamais les atteindre, bon, ça te fait plaisir, quoi. Donc aujourd'hui, oui, on a une partie connexion à chaque entraînement qui est un rappel toujours technique sur les mains. C'est notre fil rouge, hein, connexion main. Pourquoi? Parce que voilà, on sait très bien qu'en plus les filles, à l'instar des garçons, le switch, c'est-à-dire que si elles me font 3 attaques où il y a 3 en avant d'entrée, les garçons ils basculent et ils continuent. Nous, il y a certaines, elles ont l'entraînement qui est mort, quoi. Donc aujourd'hui, on a fait le parti de les mettre en confiance sur ces parties-là, tout en faisant des petits rappels techniques. Oui, bonjour. En fait, sur l'entraînement, là, tout à l'heure, quelle différence vous faites entre le mémo et puis la clarté? C'est le rythme, en fait, c'est le rythme. On met un peu plus de déplacement. C'est un moment, en fait, différencié par rapport à la semaine. Le mémo, en fait, ça nous permet de réintroduire la journée off. Les filles ont une journée off comme toutes salariées dans la semaine. Et nous, en fait, on réintroduit notre journée off par un mémo pour reconnecter le cerveau au projet. La clarté, c'est la réintroduction en fait qu'on fait le lendemain de l'arrivée. L'idée, c'est de remettre le corps et l'activité physique sur le terrain. Donc, c'est une question de rythme surtout. Voilà. Et on se met et ça dure. La clarté, c'est un entraînement. Le mémo, c'est un quart d'heure. Je ne sais pas si j'ai répondu. Pardon, je voudrais juste faire une remarque, c'est qu'on est dans une pyramide inverse des garçons. Il faut savoir qu'on a très peu de filles en école de rugby. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui, on en a un petit peu plus dans la catégorie du 18. Par contre, il y a pléthore à partir des 18 ans, parce qu'il y a un point très très fort, c'est le rugby universitaire. Et c'est de là où elles reviennent nous rejoindre dans les clubs. Mais on a une pyramide qui est quand même inverse par rapport aux garçons, où il y a beaucoup de garçons à l'école de rugby, ça diminue au fur et à mesure que ça monte jusqu'en haut de la pyramide.
Oui, mais c'est tout l'enjeu du développement, quoi. Aujourd'hui, et c'est surtout la capacité d'acceptation et ce qui est en train de se mettre en place dans beaucoup d'écoles de rugby. On sait qu'à une époque, une école de rugby masculine, dans beaucoup de grands clubs, d'associations, de clubs support, les filles n'étaient pas autorisées à venir parce qu'il n'y en avait que 2-3. Et bon, il y avait déjà assez de garçons et on était obligé de refuser les garçons où on faisait déjà de l'élitisme, donc on ne les prenait pas. Sachant que les filles arrivent souvent à partir du collège. Le NSS est un élément fort au collège pour les filles. C'est une pratique qui se fait beaucoup en collège. Chez les garçons, ça se perd un peu plus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on essaie et tout le travail de Mathieu sur Mathieu Caudron et de la vice-présidente de la fédération, Madame Juglas, sur le développement de la pratique avec tout ce qui est mis en place, qui doit, on l'espère, payer prochainement. Les académies aussi qui sont mixtes. Les académies, c'est 200 filles. Il y a 300 garçons en académie pour les sports. Aujourd'hui, la fédération met quand même 40% de ses athlètes sur... on n'a pas le même ratio de pratiquants, praticantes. Mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté de développer cette pratique de haut niveau et au moins l'accès. Donc, il y a 200 filles et c'est vraiment une bataille et surtout un investissement fort de la Fédé. On va clore ce deuxième masterclass et on va se retrouver dans 3 minutes, on aurait dû encore, Olivier, pour la dernière partie sur le rugby à 7.